L'heure du mystère. Dans cette série d'émissions de Germaine Beaumont, nous vous présentons ce soir, mise en onde par Georges Godbert, une pièce de Georges Vittel, Trois coups pour rien. Laurine, serre-moi un scotch. Oh, écoute, tu pourrais te le servir toi-même. J'ai dit serre-moi un scotch. J'ai dit Dis donc, tu ne crois pas qu'à notre époque, le jeudi est un peu dépassé dans un couple? Oh, tu vieux jeu, mon pauvre Henri. Tiens, le voilà ton scotch. Un glaçon? Évidemment. 2 glaçons. Tu ne bois pas? Non. Ou plutôt si, je vais boire une gorgée dans ton verre avant toi. Comme ça, tu connaîtras mes pensées. D'accord. C'est un risque à courir. Voilà. À toi. Il est très bon. Mais il sera meilleur quand il sera frais. Alors, tu les connais, mes pensées? Je crois que oui, mon chéri. Tu as envie de me tuer. Exactement. Ce serait d'ailleurs un service à te rendre. Il n'y a pas 15 jours, tu parlais de te suicider. Oh, mais ce n'est pas du tout la même chose. Mon suicide, je voudrais le mettre en scène, choisir le lieu et l'heure, en m'arrangeant si possible pour te faire accuser de meurtre. Ainsi, je pourrais mourir tranquille, en pensant que tu finiras tes jours sur la paille humide des cachots. Tu es odieux. J'espère bien. Les gens que tout le monde aime sont, au fond, de pauvres types. Pour combattre, on a besoin de haine. Je te plains. Tu as tort. Une question, si tu me tuais, comment t'y prendrais-tu? Tu crois pas que tu pousses le cynisme un peu loin, non? Pas du tout. Vraisemblablement, tu choisirais le poison. C'est une arme de lâche, et les femmes sont lâches. De moins en moins. Je te préviens. Oh. J'ai une de ces migraines. Où donc je m'y mets caché? Allez, voici. Ouvre-moi la boîte et fais attention à la vignette. Tiens, voilà. Ils sont énormes, ces cachets. Ça ne passe pas. Mais bois! Eh, c'est pas une raison pour vider ton verre d'un trait? Henri! Henri, qu'est-ce que tu as? Henri, je t'en prie, réponds-moi! Henri! Henri! Ils sont bons ce soir. Eh ben, Henri, relève-toi. Oh, écoute, Henri, j'ai horreur de ce genre de plaisanterie, c'est de mauvais goût. Allez, dépêche-toi. Mais... Pascal, mais vite. Qu'est-ce qu'il y a? Mais je ne sais pas, peut-être un malaise. Attention les enfants, on y va. La patronne s'impatiente, hein. Henri, Mais qu'est-ce qu'il y a? mais je sais pas. Henri? Non, attendez, n'ouvrez pas le rideau. Pourquoi, que se passe-t-il? Il est mort. Oh, Henri! Henri! Mort? Henri! Pascal, faites une annonce au public, mais ne dramatisez surtout pas les choses. Hein. Bien, madame. Allez, dépêchez-vous. Mesdames... Merci, mesdames, messieurs, voilà. Non, je vous en prie. Monsieur
Monsieur Mareuil, monsieur Henri Mareuil ayant été victime d'un malaise, nous ne pouvons poursuivre la représentation. Non mais je vous en prie, conservez vos billets, ils seront valables pour un autre jour. Voilà. Merci. Je vous le répète, mademoiselle, supprimez tous les placards publicitaires dans la presse. C'est compris? Comment? Mais... Non, écoutez, mon petit, qui est la directrice de ce théâtre? C'est vous ou moi? C'est ça. Oui, c'est ça, d'accord. Entrez, entrez! Madame Monique Mareuil? Oui. Inspecteur Rivière, madame. Ah. Je me doute de ce que vous devez éprouver, je n'abuserai pas de vos instants. Inspecteur, ai-je vraiment l'air d'une veuve éplorée? Non, n'est-ce pas? Contrairement à mon mari, je ne sais pas jouer la comédie. Alors épargnez-moi vos condoléances apitoyées et asseyez-vous, je vous en prie. Merci, J'imagine que ma réaction vous surprend? Un peu, oui. Mais la sincérité ne me déplaît pas. J'irai droit au but. Votre mari a été empoisonné. Ah. Cela ne semble pas vous surprendre. J'avais envisagé cette éventualité. J'admire votre sang-froid. Le même sang-froid me porte à devancer vos questions. Vous allez naturellement me demander qui pouvait en vouloir à mon mari, au point de le tuer. Et toujours dans la tradition du genre, je vais vous répondre, des tas de gens ne l'aimaient pas, mais je ne soupçonne personne en particulier. Êtes-vous satisfait, inspecteur? Pas tellement. Non, tout cela est en effet très conventionnel. Mes questions risquent de l'être moins. Je ne demande qu'à vous croire. Je ne m'adresse pas seulement à la veuve de la victime, mais aussi à la directrice de théâtre, puisque vous cumulez les deux rôles. Vous engagiez régulièrement votre mari dans vos productions? Non. Non, d'ailleurs, il n'y tenait pas. Il aimait jouer sur d'autres scènes, et de mon côté, je trouvais souhaitable d'avoir parfois d'autres têtes d'affiche. Étiez-vous directrice de théâtre avant que votre mari ne soit une vedette ou... Ah, je vois où vous voulez en venir, inspecteur. En ai-je fait une vedette en tant que directrice de théâtre? Ou ai-je profité de ces cachets pour acheter un théâtre? C'est bien cela? C'est à peu près ça, oui. Oui. Eh bien, inspecteur, j'ai acheté ce théâtre avec ma fortune personnelle, qui me vient de mon père. Cela dit, quand j'ai voulu placer cet argent, mon mari étant comédien, j'ai pensé naturellement au théâtre. En somme, s'il s'était contenté d'aimer les voitures, vous auriez acheté un garage. Votre ironie est déplacée, monsieur. Votre agressivité ne l'est pas moins, madame. Vous vous entendiez bien sur le plan professionnel? Ah oui? Oui, mieux que sur le plan sentimental, si c'est ce que vous voulez me faire dire. Excusez-moi, je l'ignorais. Disons qu'au fil des ans, nous avions formé, Henri et moi, une sorte comment dire, d'association affective, basée sur 20 ans de souvenirs communs. Il a pris des parts dans mon théâtre et j'avais gardé quelque part dans son cœur. Entre vous, il n'y avait donc aucune animosité? Oh, absolument aucune. Il avait, je crois, beaucoup de succès féminins. Oui, mais vous savez, les écotiers en rajoutent toujours. Et vous n'étiez pas tout de même un peu jalouse? Oh, inspecteur. Écoutez, me voyez-vous ayant une réaction je sais pas, moi, de midinette, franchement. Non, mais je ne suis pas certain que votre attitude ne soit pas une forme d'autodéfense. Oh. Vos réactions sont un peu inhabituelles. Mais après tout, cette affaire sort de l'ordinaire. Qu'entendez-vous par là? Oh, il y a de nombreuses façons de tuer quelqu'un en des lieux divers et généralement discrets. Pourquoi l'assassin a-t-il choisi de faire mourir votre mari en scène et devant 600 personnes? J'avoue qu'il y a là une forme de provocation. Provocation, ce n'est pas tout à fait le mot. Je dirais plutôt cabotinage morbide. Voyons, dans la pièce policière qu'il jouait, il devait, si je comprends bien, boire un verre de whisky et s'effondrer mort. Ah non, pas tout à fait mort. Après, il y a encore un acte et par contrat,
Il ne doit jamais mourir avant la fin de la pièce. Ah, ça, c'est l'avantage du théâtre sur la vie. Non, il ne s'agit dans l'intrigue que d'une tentative d'empoisonnement. Le dernier acte étant consacré à la recherche du coupable. Coupable découvert à la dernière minute par le policier. Enfin, du moins, je l'imagine. Non, dans la pièce, c'est la victime qui menait elle-même l'enquête. Oui, c'est plus original. L'auteur a préféré ne pas s'encombrer d'un policier superflu. Encore un avantage du théâtre sur la vie. Le poison, de la strychnine, pour ne rien vous cacher, fut certainement versé dans la bouteille de whisky. J'attends les résultats de l'analyse. J'imagine que la bouteille était presque vide. En effet, compliment. C'est logique. Il est plus facile d'empoisonner quelqu'un rapidement et sûrement en mettant la strychnine dans une faible quantité de liquide. Mais qui pouvait avoir accès à cette bouteille? J'imagine qu'il y a un accessoiriste. Et le machiniste sert d'accessoiriste. Et comme au dernier moment, il m'a fait dire qu'il était souffrant, je l'ai remplacé. Comment ça? C'est vous qui changez les décors? Oh, écoutez, c'est une pièce économique. Un seul décor et 3 personnages. Donc, madame, vous étiez là et il y avait ces 2 partenaires qui sont... Corinne Féval, qui était avec lui en scène. C'est elle qui lui a servi à boire? Oui. Ah. La pièce le veut ainsi. Et quel est le 3e comédien? Pascal Prévost. C'est lui qui a fait l'annonce au public. Il y avait une bonne entente entre les 3? Autant vous le dire tout de suite, Corinne était la maîtresse provisoire de mon mari. Il l'avait découverte en 72, au cours Simon. Ouais. Ainsi, sa maîtresse dans la vie jouait dans la pièce le rôle de sa femme. Oh, vous savez, au théâtre, on en voit bien d'autres. Et quels étaient les rapports entre Pascal Prévost et votre mari? Eh bien, en dehors de la scène, ils ne se parlaient pas. Diable, ça doit être très désagréable de travailler tous les soirs dans de telles conditions. Oui, mais bien, c'est plus fréquent qu'on ne le croit. Et pourquoi cette attitude? Il s'était passé quelque chose de grave entre eux? Les brouilles de ce genre ne sont pas forcément graves. Les acteurs sont des êtres hypersensibles. Au départ, il suffit parfois d'une petite blessure d'amour-propre qui s'envenime bêtement. Tout de même, j'aimerais être fixé, étant donné les circonstances. C'est important. Pascal en voulait à votre mari? C'est à lui qu'il faut poser la question. Bien. Qu'y avait-il encore dans les coulisses? Personne. Les premiers temps, il y a les journalistes, les amis, les curieux, mais cette pièce étant jouée depuis 7 mois, en principe, nous sommes entre nous. Oui, mais je ne sais pas, vous avez tout de même bien la visite de l'auteur, du metteur en scène, des impresarii. L'auteur est allé dépenser son argent à Tahiti, comme tout le monde. Et c'est mon mari qui avait mis en scène. Reste son impresario, Olivier Nerval. Il vient de temps en temps. Était-il là hier soir? Non, je ne l'ai pas vu en coulisses. Tout de même, c'est étrange. Le cadre même du meurtre et la façon dont il a été commis limite le nombre de suspects. De ce fait, le meurtrier s'est inclus volontairement parmi les assassins possibles, ce qui est assez rare. Il doit être bien sûr de lui. Trop. Ce sera peut-être notre chance. Voyez-vous, les règles sont faussées. Comme le meurtrier a soigné la mise en scène, eh bien, il a dû soigner aussi le scénario. C'est-à-dire? Eh bien, dans la forme classique, parmi plusieurs suspects, le véritable meurtrier est souvent celui qu'on soupçonne le moins. Ah oui. On peut même dire que c'est devenu un procédé. Et ici, il est possible que l'assassin attire au contraire l'attention sur lui, en pensant que notre réaction sera justement de chercher ailleurs. Oui. Peut-être veut-il nous aider à faire arrêter un innocent qui le gêne. Effectivement. Toutes les données habituelles sont peut-être à revoir. Cela dit, je pense à une chose. Oui? En scène, avant de tendre son verre de whisky à Henri, Corinne en boit une gorgée. Or, elle n'a pas été empoisonnée. Ah. Il faudra que je lise le manuscrit attentivement. Oh, ça ne servirait pas à grand-chose, car des traditions sont venues peu à peu s'ajouter à la pièce telle qu'elle fut écrite. Mais cette idée que Corinne boive dans son verre, et qu'il boive lui aussi une gorgée immédiatement après, c'est une idée qu'Henri a voulu ajouter à l'œuvre originale. Ah. Eh bien, cela ne me simplifie pas la tâche. Eh non. Il y a aussi le cachet. Le cachet? Quel cachet?
Eh bien, lorsqu'il jouait une pièce, non classique bien sûr, Henri aimait improviser. Et s'il avait tout à coup eu une migraine, il prenait en scène un cachet, non prévu dans l'histoire, et il trouvait que cette décontraction ne pouvait qu'ajouter au naturel de son jeu, vous voyez. Et cela lui arrivait souvent? Oh, régulièrement, mais peut-être un peu plus fréquemment ces temps-ci. Bien, on a dû retrouver la boîte dans ses poches, je vérifierai. Monsieur l'inspecteur, personne plus que moi ne désire que l'assassin de mon mari soit arrêté. Alors je vous y aiderai de toutes mes forces. J'en accepte l'augure. À très bientôt, Madame Mareuil. À bientôt. Nous nous reverrons certainement. Certainement. Non, c'est mal, qu'est-ce que vous sert? Ah bah, donnez-moi un petit scotch, Albert. Eh ben d'accord, prends un petit Mais scotch. ça me donnera peut-être des idées pour le tiercé. Il n'est pas facile aujourd'hui. Non, ça il est pas facile. Et mon canasson n'a aucune chance. Oh, voyons. Monsieur Olivier Nerval, Oui? inspecteur Rivière. Ah. Bonjour, inspecteur. Bonjour. On m'a dit que je vous trouverais ici. Oui, en effet. Vous savez, c'est un peu mon quartier général. Dans ce métier, beaucoup d'affaires se traitent dans les bars. Vous voulez boire quelque chose? Ah, non, merci. Eh ben alors, venez par là, nous serons plus tranquilles. Si vous voulez. Je vous apporte votre verre, monsieur Nerval. Oui, merci, Albert. Je vous en prie. Si vous. Ainsi, ce pauvre Henri a été empoisonné. Comment le savez-vous? Ah, je viens de téléphoner à sa femme. Vous veniez de partir. Ah, c'est un coup dur pour le théâtre. Pour le théâtre et pour vous. Vous étiez son impresario. Dieu merci, je m'occupe aussi d'autres comédiens. Non, mais avec lui, c'était autre chose. Il était ma vedette et un ami. Votre scotch, monsieur Nerval. Merci, Albert. Merci. Je compte sur vous pour m'éclairer un peu. Il y a des questions que je n'ai pas pu poser à sa femme. Mais je suis à votre disposition. Que voulez-vous savoir? Tout d'abord, la froideur de Madame Mareuil m'a gêné. Oui, c'est une attitude un peu exagérée. Cela dit, il est de notoriété publique qu'Henri ne l'aimait plus et elle le lui rendait bien. Hier, elle a perdu son mari et son chien, et je crois bien qu'elle fut plus affectée par la mort de son chien. Son chien est mort? Oui. Oh, de vieillesse, sûrement. Je l'aurais toujours connu, ce bon vieux corneau qui répondait au nom de Kiki. Pendant le spectacle, il restait sur un coussin dans les coulisses. C'est là qu'il est mort. Les rapports entre Monique Mareuil et son mari étaient-ils tendus? Non. Pas, du moins pas comme vous semblez l'entendre. Aucune tension continuelle. Une scène de temps en temps. Mais parfois très violente. Surtout quand il avait bu. Il buvait beaucoup. Beaucoup. On aurait dit parfois qu'il voulait s'étourdir. Et pourtant sa réussite était brillante. Mais c'était un perpétuel insatisfait. Modestie? Non. Plutôt une forme d'orgueil. Il voulait toujours être le premier. Et il l'était de moins en moins. Son mauvais caractère le desservait. Était-il très attaché à Corinne Féval? Vous savez, son égocentrisme était tel qu'on pouvait difficilement analyser ses sentiments. Et Corinne l'aimait? Elle l'admirait. Cet amant célèbre la flattait. Mais j'étais tout de même un peu intéressé. Il pouvait l'aider dans sa jeune carrière. Le faisait-il? Non. S'il l'avait aidé à se faire connaître des producteurs, elle aurait été tentée de s'évader vers d'autres horizons. Elle pouvait donc lui en vouloir. Oui, bien sûr, mais pas plus que les autres. Êtes-vous allé dans les coulisses hier soir? Non, j'étais au bar à côté du théâtre. Ce qui n'est pas un alibi valable. Il y a tellement de monde qu'on entre et qu'on sort sans que personne ne s'intéresse à vous. Donc, sur le plateau, il y avait les deux comédiens en scène et en coulisses, Monique Mareuil et Pascal Prévost. Tenez, parlez-moi un peu de Pascal Prévost.
Il avait un assez petit rôle, mais en fait, il était la doublure d'Henri. Tiens. Ah, c'est intéressant, ça. Madame Mareuil ne me l'avait pas dit. Simple omission, sans doute. Et par contre, elle m'a appris qu'il y avait une certaine mésentente entre les deux hommes. En effet. Pourquoi? En tant que directrice, elle a imposé Pascal Prévost. Et Henri n'aimait pas qu'on lui impose quelque chose ou quelqu'un. Avait-elle une raison précise pour imposer Pascal Prévost? Disons qu'elle aime beaucoup protéger les jeunes comédiens. Après tout, c'est son droit. Évidemment. Et Pascal Prévost, sait-il lui témoigner sa reconnaissance? Écoutez, je préfère ne pas m'aventurer sur ce terrain. Chacun est libre de mener sa vie à sa guise. Pascal et Corinne s'entendent bien, eux. Ils ont le même âge. Ça facilite les choses. Évidemment. Corinne avait 20 ans de moins que Mareuil. Pascal a 20 ans de moins que Madame Mareuil. Donc, sur un certain plan, c'est le problème des générations. Ah non, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Et si Pascal est la doublure, c'est donc lui qui va reprendre le rôle. Et ce doit être l'ambition de tous les jeunes comédiens de se retrouver tout à coup tête d'affiche à Paris. Cette mort est peut-être sa chance. Non, nous sommes à 1 mois de la clôture annuelle. Monique Mareuil préfère fermer le théâtre jusqu'à la rentrée, pour laquelle une autre pièce est déjà prévue. Pourtant, lorsque Pascal a fait l'annonce au public, il a dit, paraît-il, « Gardez vos billets, ils seront valables pour une autre représentation ». À ce moment-là, il savait que Mareuil était mort, donc il espérait jouer cette pièce à Paris. Mais dans l'émotion du moment, il n'a sûrement pas pensé à ce genre de choses. Il a fait une annonce habituelle. Pascal va seulement le remplacer dans la tournée qui va partir. Ah, bien. Dites-moi, lorsque on ne s'en sert pas en scène, à quel endroit se trouve la bouteille de whisky? Monique Mareuil la descend au dernier moment, ou bien l'accessoiriste monte la chercher dans le bureau. Dans le bureau? Pourquoi? Si elle restait dans les coulisses, Henri serait tenté d'en abuser. D'un autre côté, on ne peut pas porter les glaçons trop tôt, ils fondraient. On descend donc le tout dans le cours de la représentation. Une chose m'intrigue. Vous dites que si la bouteille était restée dans la coulisse, Mareuil en aurait abusé. Mais enfin, j'ai toujours cru qu'au théâtre, le whisky bu en scène était en réalité du thé. En principe, oui. Mais Mareuil, lui, tenait à pousser très loin le réalisme, ce qui l'arrangeait, et il a toujours exigé de boire du vrai whisky, de sa marque préférée. Et il avait plusieurs fois l'occasion de boire au cours de la pièce? Oui. Dans les pièces écrites sur mesure pour Mareuil, on buvait toujours beaucoup. Et là, il s'agissait d'une pièce sur mesure? Oui. D'ailleurs, vous avez pu remarquer que le personnage qu'il incarne se prénomme Henri. Corinne aussi, dans la pièce, a gardé son prénom. Vous êtes venu dans les coulisses quelques minutes après le drame, je crois. Évidemment, on est venu me chercher au bar, à côté. Mareuil avait vraiment un caractère difficile? Disons, inégal. Il passait sans transition du ciel bleu à la tempête, tour à tour cynique et cauteleux. Comment était-il avec vous? Gentiment odieux. Tenez, voilà ce qu'il m'a dit au cours de notre dernier entretien. Heureusement que vous êtes là, mon petit Nerval. Déchargez-moi de tous les soucis mineurs. J'en ai assez. Qu'on ne me parle plus des problèmes d'intendance. Tout ça, c'est très joli, mais mon cher, vous êtes de plus en plus absorbant et je n'ai plus le temps de m'occuper de mes poulains. Et alors? Qui vous fait vivre? Eux ou moi? Vous êtes le présent, ils sont l'avenir. Mon rôle est d'aider les jeunes. Les jeunes. Ils ont le temps d'attendre, les jeunes. J'ai bien attendu, moi. Qu'ils apprennent d'abord à vivre. On ne joue bien qu'après avoir souffert. Les jeunes, toutes les portes leur sont ouvertes. Ils commencent par devenir vedettes, et après seulement, ils apprennent leur métier. C'est ridicule, écœurant, stupide. Et en plus, ils nous en veulent d'avoir du talent. Oh, tenez, si les yeux de Pascal étaient des pistolets, je serais mort depuis longtemps. Alors, écoutez, Henri, soyons réalistes. Je veux bien vous consacrer plus de temps, mais il faut que vous me donniez 15% sur vos contrats. Sans ça, je ne pourrais pas m'en tirer. Oh, 15%. Voyons, mais c'est pas raisonnable, mon petit Nerval. Vous voulez m'étrangler, vous, un ami? Vous me décevez beaucoup. Ce sera 15% ou rien. Alors c'est comme ça, Nerval. C'est votre façon de me témoigner votre reconnaissance.
Mais enfin, qu'est-ce que vous seriez sans moi? Un pauvre petit impresario minable. Vous ne me quitterez pas, Nerval. On ne quitte pas Henri Mareuil. C'est moi qui vous congédie. Allez, allez. Et il vous a congédié? La reconduction du contrat devait avoir lieu demain. Mais il ne m'aurait pas congédié, non. Non, il s'était habitué à moi et, comme pas mal de vedettes, il avait toujours une certaine méfiance envers le visage nouveau. Bien. Je vous remercie, monsieur Nerval. Je crois que c'est tout. Ah, une chose encore. Vous m'avez dit, au dernier moment, Monique Mareuil a descendu la bouteille et le seau à glace. Mais dans son bureau, je n'ai pas vu de réfrigérateur. Oh, c'est très simple. À côté du bureau, il y a un petit appartement qui fait partie du théâtre. Elle y habite en partie. Elle se sent plus libre que dans l'hôtel particulier. Je vois une sorte de garçonnière, au fond. Mais c'est pratique d'avoir la chambre près du bureau. L'ancien directeur était un monsieur qui avait des conceptions assez particulières sur les auditions. Et comment accède-t-on à l'appartement? Par un escalier qui se trouve dans le couloir de l'immeuble menant à l'entrée des artistes. On peut donc avoir accès à l'appartement sans entrer dans le théâtre? Oui. Oui. Si ma mémoire est bonne, dans le bureau, il y a 3 portes. Celle par laquelle je suis entré en venant des loges et qui est l'entrée habituelle. Celle qui donne dans l'appartement. Et alors la 3e porte? Eh bien, c'est celle par laquelle on accède au plateau côté jardin et qu'utilise Madame Mareuil ou le machiniste accessoiriste quand il est là. Ah, bon, puisque nous en sommes au plateau, quelles sont les issues, enfin, si vous préférez, les moyens d'accès? Eh bien, cet escalier côté jardin conduisant au bureau. Et côté cour, une autre porte qui conduit aux loges. Mais on trouve tout de suite à droite la porte qui donne dans le couloir de l'immeuble. C'est par là qu'entrent les comédiens? Oui. Par conséquent, quelqu'un venant de l'extérieur peut, en quelques pas, passer du couloir de l'immeuble au plateau sans être vu des loges. Exactement. Je vais me faire un plan. Oh, j'ai un de ces mal de tête. Dites-moi, les cachets de Mareuil, ils sont efficaces? Les mains de l'or? Oh, formidable. Ça, je vous les recommande. Bon, eh bien, je vais essayer car j'ai l'impression qu'avec cette affaire, je n'ai pas fini d'avoir des migraines. Allô, Pascal? C'est Corinne. Dis donc, quelle histoire. Tu as vu le flic? Non, moi non plus, mais ça va sûrement pas tarder. Oh, tu exagères. Mais non, il ne saura rien. Et puis, de toute façon, écoute, faut pas dramatiser. T'as entendu? C'est peut-être lui. Rappelle-moi plus tard. Je t'embrasse. Voilà! Voilà! Bonjour, inspecteur. Inutile de vous présenter. Vous me connaissez? Non? Mais disons qu'en langage artistique, vous avez la tête de l'emploi. Surtout ne soyez pas vexés. Simple réaction professionnelle. On catalogue très vite les gens dans notre métier. Trop vite, d'après ce que je crois savoir. Et cela nuit à certains talents qui, enfermés dans un emploi, ne peuvent pas donner leur pleine mesure. Alors ainsi, j'ai une tête de flic. Vous savez, au théâtre et au cinéma, les flics et les gangsters ont toujours la même tête. Alors comme je n'attendais pas de gangsters... Excellente logique. Asseyez-vous. Merci. Alors voilà, je suis chargé d'enquêter sur le meurtre d'Henri Mareuil. Et je suis la principale suspecte. C'est normal. J'étais seule en scène avec lui, c'est moi qui lui ai versé à boire, et il est mort empoisonné. Justement, c'est tout de même un peu gros. C'est même énorme. À ce moment-là, si vous vouliez vraiment le tuer en plaidant coupable, pourquoi ne pas lui avoir tiré une balle dans la tête à 6 heures du soir, place de l'Opéra, en convoquant la presse? Alors si je comprends bien, le fait d'être la coupable idéale pourrait m'innocenter. Je n'irai pas jusque-là. Il y a toujours la possibilité d'une sorte de machiavélisme. Oh, j'ai l'air machiavélique? Ceux qui le sont n'en ont pas l'air. Vous voulez boire quelque chose? Non, merci.
Mais j'aimerais assez que nous parlions boisson. Ah. Vous voulez savoir à quel moment j'ai mis le cyanure dans la bouteille de whisky? Il n'y a jamais eu de cyanure et, d'après les résultats de l'analyse qu'on vient de me communiquer, on n'a trouvé aucune trace de strychnine dans la bouteille. Je m'en doutais, nous avons bu tous les deux une gorgée sans être incommodés. Le verre, hein, était-il intact? Enfin, je veux dire, propre? Oh, je pense que oui, mais je n'ai pas fait très attention. Parlez-moi du cachet qu'il a pris en scène. Oh, ça n'était pas prévu. Encore une de ces improvisations idiotes. Et en plus, il m'a dit attention à la vignette. Par conséquent, si la boîte était neuve, on n'a pas pu y glisser un cachet empoisonné. Non, la boîte n'était pas neuve. Elle avait déjà été ouverte, mais la vignette à moitié décollée tenait encore un peu. Et il y avait beaucoup de cachets? Oh, ça je ne sais pas. J'ai ouvert la boîte et je la lui ai tendue sans regarder. C'est la première fois que cela se produisait en scène? Non, ces temps-ci, il prenait un cachet tous les soirs. Et chaque fois, il vous demandait d'ouvrir la boîte? Non, jamais, il l'ouvrait toujours lui-même. Peut-être à cause de la vignette. Avec un cachet empoisonné glissé au milieu d'autres cachets normaux, l'assassin aurait un peu joué à la roulette russe. Ce cachet, en laissant la part du hasard, il aurait pu le prendre chez lui, au café ou chez des amis. Or, je crois que le jour, l'heure et le lieu de sa mort étaient fixés par un plan mûri, prémédité. Il aurait fallu qu'il ne reste plus qu'un seul cachet dans la boîte. Or, elle ne m'a pas paru vide. Alors, il aurait pris sciemment le cachet meurtrier, ce qui pourrait accréditer la thèse du suicide. Rappelez-moi le nom de ces cachets. Oh, ça, je m'en souviens pas. D'ailleurs, il en change souvent. Pourquoi? C'est important? Tout est important. Tenez, je viens de recevoir une lettre anonyme. Regardez. C'est écrit en lettres d'imprimerie. La solution est dans la pièce. Ça alors? La solution est dans la pièce. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Elle fait presque 3 heures, la pièce. Plus que de la pièce, il est sans doute question de la dernière scène. Je pense justement à l'allusion au suicide. En privé, Henri Mareuil parlait-il de suicide? Oui, parfois. Il était affecté par un problème de santé. Il souffrait d'une maladie incurable? Non, enfin, disons qu'il était de moins en moins un amant efficace. Quand on a sa réputation, c'est gênant. Vieillissement précoce? Non. L'alcool. On voit des trucs à la télé. L'alcool est un ami qui vous veut du mal. Diminuez votre dose avant qu'elle ne vous diminue. On ne fait pas tellement attention. Mais vous ne pouvez pas savoir à quel point c'est vrai. Je me demande quel plaisir un homme peut éprouver à se détruire ainsi, à petit feu. Et il s'est mis à boire tout à coup, comme ça? Non, pour lui c'était une drogue. Et pour tous les intoxiqués, comme vous le savez, il y a une escalade progressive. Il s'en rendait compte, mais il n'avait pas la volonté de s'arrêter. Et il parlait de se suicider? Oui, quand il était déprimé, surtout ces dernières semaines. Sa mémoire devenait défaillante, mais dans ce métier c'est grave. Cela l'avait beaucoup marqué. Selon vous, aurait-il pu maquiller son suicide en crime, contrairement à ce qui se fait d'habitude? Peut-être. Il avait parfois des idées bizarres. Mademoiselle, vous aimiez Mareuil? Oui. Mais il avait fini par me décourager. Alors pourquoi restiez-vous avec lui? Il avait un moyen de pression sur vous? Ah, je vois. Sa garce de femme vous a parlé des photos. Quelles photos? Ah bon, vous ne saviez pas? Non. Mais maintenant, je veux savoir. À un moment donné où je n'avais pas d'argent, j'ai accepté de poser pour des photos un peu spéciales. Et il vous avait menacé de les mettre en circulation si vous le quittiez? Non, mais on ne peut pas prévoir les réactions d'un éthylique. Oh, vous savez, ces photos datent de 4 ans. Finalement, elles ne sont pas pires que celles qu'on voit en ce moment, affichées devant certains cinémas. Mais depuis, j'ai beaucoup évolué. Et ça me gênerait que l'on sache que je me suis prêtée à ce genre de choses. Vous sympathisez avec Pascal Prévost? Oui, c'est un bon copain. Vous le connaissez depuis longtemps? Depuis que nous jouons la pièce, avant, j'ignorais jusqu'à son existence. Il y a beaucoup de comédiens, vous savez. Beaucoup trop pour les débouchés actuels. Bien. Je crois que c'est tout.
Ah, non. J'oubliais. Quand vous êtes en scène, il vous arrive de jeter un coup d'œil dans les coulisses? Oui. À part Madame Mareuil et Pascal Prévost, vous n'avez vu personne? Non. Quoique, il m'a semblé apercevoir Olivier Nerval. Mais je n'en suis pas sûre. Je vous remercie, mademoiselle. Et pour les photos, vous pouvez compter sur ma discrétion. Bonjour Albert. C'est super. Monsieur Olivier Nerval n'est pas là? Ah non, pas encore. Ah, c'est embêtant. Qu'est-ce que je vous sers? Je m'excuse, vous êtes l'inspecteur Rivière? Oui? Pascal Prévost. Ah, j'avais justement l'intention de vous convoquer à mon bureau. J'ai préféré prendre les devants. À première vue, c'est une excellente initiative. Que dites-vous à première vue? Bon, je me méfie toujours un peu des dépositions spontanées, mais j'ai sans doute tort. Tenez, venez par là, nous serons mieux. Je commence à connaître la maison. Je vous en prie, monsieur. Asseyez-vous. Merci. Mais auriez-vous un préjugé défavorable contre moi? Absolument pas. Ah. Alors, qu'avez-vous à me dire? Oh, rien en particulier. Non, je veux simplement répondre à vos questions. Et je pense que vous souhaitez que je vous pose certaines questions bien précises. Parlez-moi un peu de votre carrière, de vos débuts. Mais quel rapport avec... Aucun, du moins directement, mais voyez-vous, la vie influence toujours la personnalité des gens. Devant un même problème, celui qui a mangé de la vache enragée ne réagit pas comme un fils à papa. Navré de vous décevoir. Famille aisée qui n'a pas contrarié ma carrière, Cours-Simon en 72, et presque tout de suite un premier vrai rôle. C'était écœurant de facilité. Je m'en doutais. Si vous en aviez bavé, vous seriez forcément un peu contestataire et vous ne seriez pas venu me trouver de vous-même. Vous avez... comment dire... Vous avez eu une réaction bourgeoise. Bon, c'est un reproche. Oh non, non, pas du tout, pas du tout. Non, passons aux questions plus précises. Hier, au théâtre, pendant la fameuse scène, vous étiez en coulisses? Oui, côté court. Avez-vous vu Olivier Nerval? Il a fait une très brève apparition. À quelle heure? Environ une demi-heure avant ce que vous appelez la fameuse scène. Il est allé dans les loges? Il est allé côté jardin? Qu'a-t-il fait? Dans les loges, je ne sais pas. Mais il est reparti sans être allé côté jardin. Et s'est-il rendu compte que vous l'aviez vu? Oui. Et avez-vous vu aussi Madame Mareuil quand elle a descendu la bouteille, le seau à glace et le verre? Oui, j'étais même inquiet. Elle les a vraiment descendus au dernier moment. Je me demandais si elle n'avait pas oublié. Vous dites au dernier moment, alors je ne comprends pas. Elle n'a pas pu entrer en scène pour les mettre à leur place. Non, mais Corinne prend les accessoires dans un petit bar sans fond qui correspond avec la coulisse côté jardin. Ah bon. Donc, d'un côté, on peut mettre la bouteille, le seau et le verre sans être vu du public, et Corinne les prenait de l'autre côté. C'est ça. Et c'est vous, je crois, qui avez constaté la mort de Mareuil. Que s'est-il passé ensuite? Mais on est allé chercher Olivier Nerval au bar à côté. Il est venu immédiatement. C'est lui qui m'a aidé à transporter Mareuil dans sa loge. Mareuil était sanguin. On pouvait penser à une crise cardiaque. Qui a prévenu la police? Madame Mareuil? Non, je crois que c'est Corinne. Et ensuite, qui s'est occupé des accessoires? Moi. La bouteille était vide. Je l'ai placée à la poubelle où votre adjoint l'a récupérée pour la faire analyser. J'ai vidé le seau à glace dans une cuvette qui était par terre et je l'ai rincé. Très bien. Madame Mareuil s'intéresse, je crois, à votre carrière. Elle me fait cet honneur, oui. Est-ce la raison de la tension qui existait entre Mareuil et vous? Non. Et ces temps-ci, les relations entre Madame Mareuil et son mari étaient-elles calmes ou plutôt tendues? Plutôt tendues. J'ai involontairement surpris une conversation assez révélatrice. Écoute, Monique.
Que tu me trompes, étant donné nos conventions, c'est normal. Mais je t'en prie, fais-le un peu plus discrètement. Dans tes aventures, tu ne me donnes pas l'exemple de la discrétion. Mais moi, c'est différent. Enfin, en tout cas, il m'est désagréable que tu aies choisi justement ce monsieur. Ce monsieur a des qualités que tu n'as pas, figure-toi. Ah oui, mais il est tout de même un peu intéressé. Hein. Et j'en connais la raison. C'est un don Juan qui te coûte cher. Oh, un don Juan. Oh oui, un don Juan. Et tu l'as dépanné. Et largement dépanné. Qui te l'a dit? Le hasard m'a servi. Comme tu n'avais pas de liquide, tu as été obligé de vendre 15 parts du théâtre à Chalvin. Tu te trompes. Je ne les ai pas réellement vendues. Je les ai remises en gage contre la somme correspondante. Je vais les racheter. Trop tard, ma petite Marie. Comment trop tard? Oui, trop tard. Il me les a vendus. Oh, c'est pas possible. Si. Oh, le salaud. Oh, c'est pas vrai, le salaud. Il m'avait donné sa parole. Bon, c'est la nature humaine. Hein. Oh, ça. Tu les lui aurais reprises au même prix. Moi, pour être sûr de les avoir, je les lui ai payés le double. Et comme le poker lui coûte très cher. Mais alors? Mais alors, le théâtre est à moi. Ces 15 actions me rendent majoritaire. Oh, le salaud. Oh non, mais rassure-toi, ma chérie. Je te garderai comme administratrice. Enfin, si tu romps avec ce monsieur, bien sûr. Ne te réjouis pas trop vite. Je me défendrai. C'est très intéressant. Je me demande quel est ce Don Juan. Sûrement pas Olivier Nerval avec son crâne à moitié chauve et ses grosses lunettes. Vous correspondez davantage à la description. Voyons, vous aurais-je dit cela uniquement pour me charger? On a vu des choses plus surprenantes. Mareuil a voulu se venger de sa femme, mais il a pu vouloir aussi se venger du Don Juan, et le Don Juan a pu le devancer. Bien étrange histoire, décidément. Entrez. Ah, bonjour, inspecteur. Alors, vous avez du nouveau? Oui et non. La crainte d'une erreur est toujours chez moi une sorte de garde-fou. Disons que, m'inspirant d'un mot célèbre, je me hâte lentement. Alors, avez-vous trouvé ces fameux indices qui mettent toujours le fin limier sur la bonne piste au moment opportun? Rassurez-vous, j'en ai trouvé. Il est même possible que la personne directement concernée pense que j'en ai trouvé un peu trop. Si nous allions à côté dans l'appartement, nous y serions plus confortablement installés pour bavarder. Avec plaisir. Oh, un instant tout de même. Je vais voir si tout est en ordre. En attendant, puis-je me servir le téléphone? Mais bien sûr, je vous en prie. Allô? Allô, Chabrier? Rivière? Dis donc, je voudrais le nom des chevaux qui participent au tiercé aujourd'hui. Avec le nom des propriétaires. Et si possible... Ouais, voilà, tu as compris. Tâche de m'avoir aussi le renseignement sur la boîte de cachet. Tu me rappelles au théâtre. Demande à la caisse qu'on te passe l'appartement de Madame Mareuil. Fais vite, c'est urgent. Merci, à tout à l'heure. Vous pouvez venir, inspecteur. Mais c'est ravissant. Petit, mais ravissant. Une vraie bonbonnière. Merci beaucoup. En ce qui concerne votre théâtre, vous n'aviez pas ces temps-ci de soucis particuliers? Non, non, tout va bien. Pourquoi c'est important? Pas spécialement. Non, vous sachant gastronome, j'aurais pu vous demander si vous aimez le canard à l'orange. Oui. Ou non, il m'arrive ainsi de poser des questions n'ayant aucun rapport avec l'enquête, simplement pour évaluer la sincérité de l'interlocuteur. C'est très astucieux. Cela ne me dit pas où vous en êtes. Comprenez mon impatience. Eh bien, vous le savez sans doute, on n'a trouvé aucune trace de strychnine dans la bouteille. Oui. C'est ce qui vous a laissé supposer que le poison était dans le cachet. En effet. Mais on a trouvé des traces de strychnine dans le verre. Un cachet empoisonné n'aurait pas laissé de traces dans le verre. Évidemment.
Tiens, c'est vous? Bonjour. J'espère que je ne vous dérange pas. Non, mais vous êtes en avance. Monsieur Nerval doit régler avec moi certaines affaires de mon mari. Après une mort imprévue, les affaires sont souvent embrouillées. Dieu merci, ça n'est pas le cas. Alors, inspecteur, avez-vous trouvé le mobile? Oh, vous savez, ce n'est pas toujours le mobile le plus apparent qui est le bon. Moi, je crois au suicide. Il a voulu mourir en scène, comme Molière. Ainsi que je le disais à Madame Mareuil, le cachet n'était pas empoisonné. Mais on a trouvé des traces de strychnine dans le verre. N'oubliez pas que Corinne a bu dans ce verre, sans être incommodée. Lui non plus, d'ailleurs, il n'a pas été incommodé tout de suite. Il a pu mettre le poison dans le verre après qu'ils aient bu tous les deux. Probablement au moment où il a ouvert la boîte de cachet. Un peu de poudre, c'est vite fait. Ah oui, mais c'est Corinne qui a ouvert la boîte. Mais la strychnine pouvait y être dissimulée. Ce serait une solution assez logique. Le laboratoire examine la boîte. Et évidemment, le suicide arrangerait tout le monde. Mais je n'y crois pas. Pourtant, vous serez obligé de vous rendre à l'évidence. Aucun de nous ne détestait Henri au point de le tuer. Lui, par contre, a voulu jeter le doute sur sa mort, comme l'auteur le lui a fait dire dans la pièce. Puissiez-vous ne pas regretter cet optimisme? Voulez-vous boire quelque chose, inspecteur? Non, merci, madame. Oh, si, plutôt, je vais vous paraître ridicule, mais je boirais bien un verre de lait. Du lait. Je ne me souviens plus s'il y en a dans le réfrigérateur. Si. Bon, inspecteur, je vais vous en chercher. Merci, Olivier, vous prendrez un scotch? Oh, je n'ai jamais su refuser un scotch. Très bien. Et moi, je m'en tiendrai à mon jus de fruits habituel. Alors, à tout de suite. Alors, monsieur Nerval, pourquoi m'avez-vous menti? Oui, je vous ai menti, je l'avoue, en vous disant que je ne suis pas venu dans les coulisses. J'ai eu un mauvais réflexe, comme un automobiliste qui hésite à s'arrêter auprès d'un blessé par crainte d'avoir des ennuis. Je ne voulais pas avoir d'histoire. Mentir n'est pas le plus sûr moyen d'éviter des histoires. Au contraire. D'autant plus que c'était un mensonge inutile. Inutile. Ouais. Vous êtes venu dans les coulisses, mais, selon Pascal Prévost, vous êtes resté côté cour. Et c'était un bon moment avant le drame. Madame Mareuil n'avait pas encore descendu la bouteille, le seau et le verre. Cela dit, que se passe-t-il si, en prenant le verre, Corinne le casse? Ah bien, il y a toujours un verre en réserve dans le petit bar. Il ne sert jamais, mais il est là. Et le machiniste doit s'assurer qu'il est propre. Enfin, ce qu'il ne fait pas toujours. Mais comment, entre les deux verres, Corinne peut-elle choisir le bon verre à coup sûr, c'est-à-dire celui qu'on vient de descendre de l'appartement? Parce qu'il est en évidence. L'autre est un peu en retrait. Donc, on aurait pu mettre à n'importe quel moment dans la journée du poison dans le verre de secours. Oui, mais à ce moment-là, Corinne, se trompant de verre volontairement, serait complice. Je n'ai jamais complètement écarté la possibilité d'un ou d'une complice. On est toujours tenté de chercher un coupable, mais il y en a peut-être deux. Qu'en pensez-vous? Ce n'est pas moi qui mène l'enquête, inspecteur. Excusez-moi de me répéter, mais n'oubliez pas qu'elle a bu dans le verre. Très peu. Or, il y a des poisons auxquels on peut s'habituer progressivement afin de n'être pas incommodé par une dose minime. Décidément, vous avez envisagé toutes les éventualités. C'est mon métier. Ça doit être pour moi. Allô? Oui, je vous le passe. C'est pour moi? C'est pour vous. Merci. Allô? Oui. Alors, vous avez ce que je vous ai demandé pour le tiercé? Bien. Parfait. Et la boîte de cachet? C'est du bon travail. Merci. Alors, inspecteur, vous avez gagné au tiercé? Dans un certain sens, oui. Voici votre lait, inspecteur. Olivier, votre scotch. Merci. Oh, il va me sembler bon. Oh, 17 heures déjà. Excusez-moi, mais je crois que je vais aller le boire dans le bureau et travailler. J'ai un rendez-vous dans 3 quarts d'heure avec le contrôleur des contributions d'Henri et je dois lui apporter des pièces justificatives qui manquent. Le dossier est sur la tablette à gauche. Merci. Bien entendu, inspecteur, si vous avez besoin de moi, je suis à votre entière disposition. Merci, monsieur Nerval. Inspecteur, Oui? il m'a semblé, quand je suis sortie tout à l'heure, que vous l'accusiez d'avoir menti. Est-ce vrai? Oui,
Un mensonge anodin. D'ailleurs, vous avez tous menti à des degrés différents, mais souvent pour rien. Corinne a menti en m'affirmant qu'elle ignorait l'existence de Pascal avant la pièce. Or, ils étaient ensemble au cours Simon la même année. Je l'ai su par recoupement. Pascal, lui, au moins, aurait pu me le dire. Étant donné certaines circonstances, ils ont préféré se taire. Mais vous aussi, vous avez menti, madame. Moi? Oui, en me disant que vous n'aviez pas d'inquiétude pour votre théâtre, car, grâce à un rachat de 15 parts, votre mari était devenu majoritaire. Vous risquiez donc de devenir une employée dans votre théâtre. Je comprends mieux votre froideur devant sa mort. Alors vous savez ça aussi. Quel mobile, n'est-ce pas? Si je vous l'avais dit, vous m'auriez immédiatement soupçonné. Or, je suis innocente. Si vous êtes innocente, pourquoi redouter la vérité? J'ai l'impression que l'heure de la grande explication est arrivée. En effet. Mais là encore, vous manquez aux traditions du genre, inspecteur. Généralement, le subtil policier réunit tous les suspects et dévoile habilement le cheminement de sa pensée, et à l'ultime seconde, il arrête le coupable effondré. Chacun sa méthode, la mienne est beaucoup plus simple. Je vous écoute. Si l'assassin a choisi de donner à ce meurtre un côté théâtral, s'il a limité le nombre des suspects à quelques personnes ne pouvant guère de prime abord être considérées comme des criminels en puissance, c'est tout simplement pour que nous pensions au suicide. Possible. D'ailleurs, si mon mari s'était suicidé, il aurait certainement choisi de le faire ainsi. Quand j'ai reçu un mot anonyme me disant « la solution est dans la pièce », c'était encore pour m'aiguiller sur la voie du suicide, puisqu'il en est question dans la pièce. Eh oui, bien sûr. Et dans le petit nombre de suspects, personne, à première vue, n'avait un grand intérêt à ce meurtre. L'impresario, avec cette mort, perd de l'argent. Corinne est sa maîtresse, mais rien ne les liait. Pascal le jalouse un peu, et vous formez avec lui une association affective, pour employer vos propres termes. Dites-moi, pourquoi avez-vous dit « à première vue » ? Parce que, en allant au fond des choses, on finit par trouver pour tout le monde des mobiles insoupçonnés au début, et vous savez lesquels. Comme j'ai certainement le mobile le plus important, alors vous êtes sûr que c'est moi? Non. Vous dire que je n'y ai pas pensé serait exagéré, mais non, ce n'est pas vous. Vous avez quand même réussi à trouver suffisamment de preuves contre cette petite garce de Corinne. Ce n'est pas Corinne que je vais arrêter. C'est Olivier Nerval, votre amant. Olivier? Olivier? Oh non, c'est pas possible. Il n'a pas tué seulement pour lui, mais pour vous. Car tous les deux, vous aviez tout à perdre. Vous, votre théâtre, lui, son job. Et peut-être votre amour. Oh non. Un amour, même sincère, résiste mal à certains cataclysmes. Oh mon Dieu. Mais comment a-t-il pu faire ça? C'est pas possible. Il se sentait coupable envers vous, car c'est à cause de lui que vous aviez vendu 15 parts du théâtre. Oui, au bar, je l'ai entendu dire, le tiercé est difficile aujourd'hui et mon canasson n'a aucune chance. Alors je me suis renseigné. Et dans ce tiercé, il y a un cheval nommé Don Juan. Cheval qu'il a acheté au moment où vous avez vendu vos parts. Ce Don Juan vous a coûté cher, comme vous l'a dit, je crois, votre mari. Olivier. Oh, je peux pas y croire. Car enfin, vous me l'avez dit vous-même. Le whisky n'était pas empoisonné. Les cachets n'étaient pas empoisonnés. Alors... Mais les glaçons étaient empoisonnés, madame. Les glaçons? Oui. Les glaçons. Oh, c'est simple, et il fallait y penser. Corinne sert Mareuil et met 2 glaçons dans le verre. Immédiatement après, ils boivent tous les deux. Et il ne se passe rien. Car c'est seulement quelques minutes plus tard, quand les glaçons auront fondu, que le whisky sera empoisonné. Mais les glaçons viennent de mon réfrigérateur. C'est moi qui les ai descendus. Ce soir-là, vous les avez descendus plus tard que d'habitude. Pourquoi? Parce qu'au dernier moment, vous avez eu une visite imprévue, celle de Nerval. Nerval qui, pour vous aider, a tenu à préparer lui-même les glaçons. Non, ne me dites pas le contraire. Je ne vous croirai pas. Oh, je ne dis pas le contraire. Pendant que vous descendiez, il est retourné au bar. Vous voyez, madame, ce qui m'a mis sur la voie, c'est la mort de votre chien. Oh oui. Oui. Pascal Prévost a, comme d'habitude, versé le contenu du seau à glace dans une cuvette qui se trouvait à terre et dans laquelle le chien devait boire. Mon pauvre petit kiki. Malheureusement, ensuite, il a rincé le seau. Mais j'y pense. Il a dû préparer les glaçons la veille. Oui.
Si pour la boîte, il a utilisé de la strychnine en poudre, pour les glaçons, il a forcément utilisé des ampoules de strychnine, puisqu'on peut la trouver sous ces deux formes. Et la strychnine, mêlée à l'eau, s'est solidifiée, une sorte de poison congelé. Et il a facilement accès à votre réfrigérateur, la preuve. Quand vous vous demandiez s'il y avait encore du lait, il vous a dit « si ». Rarement preuve accablante fut donnée en un seul mot. Cela dit, les glaçons doivent être assez gros. Mais oui, j'ai évidemment des tiroirs métalliques avec des glaçons normaux, mais pour la pièce, j'ai acheté des cubes en matière plastique, plus importants, afin que les spectateurs éloignés se rendent bien compte qu'il s'agissait de vrais glaçons. Et ils ne servaient qu'à ça? Mais oui, exclusivement pour la pièce. Je me disais aussi, comment aurait-il pu prendre le risque de laisser les glaçons empoisonnés pouvant être utilisés à d'autres fins? Mon Dieu! Le scotch que je viens de lui servir. J'y ai mis un glaçon. Un glaçon du tiroir métallique? Non! Non, il restait des cubes en matière plastique, alors j'en ai pris un. Oh mon Dieu! Mon Dieu, pourvu que... Mon Dieu! Olivier! Olivier! Je crois que c'est trop tard. Olivier! Mon Dieu! C'est moi qui l'ai tué! Oh non, je ne crois pas. Il savait que j'allais l'arrêter. Il n'a pas pu ne pas remarquer la taille du glaçon. Il a fait un choix délibéré. Oh, mais tout n'est pas perdu. Regardez, il vit. Olivier, parle-moi. Olivier, mon chéri, parle-moi. Trop tard, Monique. Si je l'ai tué, c'est pour toi. Oh non. Uniquement pour toi. Bien sûr, c'était un peu théâtral. Ma mort aussi. Au fond, Henri serait content de moi. Comme au théâtre, je n'ai pas voulu rater ma sortie. Rideau. Dans la série de Germaine Beaumont, L'heure du mystère, nous venons de vous présenter ce soir une histoire originale de Georges Vittel, 3 coups pour rien. Avec le concours, par ordre d'entrée en onde, d'Henri Poirier, Henri, Nicole Jamet, Corinne, Bernard Murat, Pascal, Claude Dasset, l'imprésario, Louis Matabon, le barman, et de Nicole Verville, la directrice, avec Jean Péméja, l'inspecteur Rivière. Chef opérateur du son, Bernard Galli. Collaboration technique, Josette Etier. Assistante, Marie-Vonne Noël. Réalisation, Georges Godbert.